Je m'appelle Alice et ceci est mon 7e podcast. Des chansons sexistes, il y en a plein. Mais je pense qu'il y en a plus que ce que vous pensez. En fait, cette idée de podcast a commencé avec une playlist que j'ai commencé à faire sur mon téléphone qui s'appelait humblement Sexiste, où je rassemblais toutes les chansons qui me dérangeaient et j'ai accumulé comme ça une dizaine de sons. Je n'ai pas plus renfloué que ça, alors que j'aurais pu, clairement. Mais je m'étais dit que je fais ça, elle me servira plus tard, et le fait est qu'aujourd'hui, elle me sert. Et en fait, je me suis rendu compte, en parlant un peu autour de moi, etc., et en montrant un peu ma playlist, qu'il y avait des sons qui étaient évidemment sexistes, il n'y avait pas de questions à se poser pour tout le monde. Et il y en avait d'autres que les gens ne comprenaient pas forcément pourquoi je les avais mis là-dedans. Et en fait, c'est vrai que moi qui me suis un petit peu renseignée sur le sujet, il y a des choses qui me paraissent évidentes, mais en fait, quand tu t'es jamais intéressé à ces combats-là, on est tellement dans une vision centrée autour du patriarcat qu'en fait, quand tu t'intéresses pas forcément, tu vois pas forcément le mal. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant de me concentrer sur un son qui, pour moi, c'est évident qu'il est sexiste, alors que pour certaines personnes, il ne l'est pas. Et pour parler de ça, pour illustrer ça, j'ai choisi Foufoune Palace de Luigi. On s'est texté, je vais la sexer, puis la nexter illico. Sauf ton respect, je vais pas rester jusqu'à l'aube. Faut que j'aille au boulot, 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 boulot. Alors, avant de démarrer, on va se mettre d'accord sur certains points. Le premier point, je connais très peu le chanteur Luigi. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, avec notamment Monde et Gisèle, qui sont des très bonnes chansons. J'ai bien aimé ces chansons, mais effectivement, il y avait quelques trucs dans ses paroles qui m'ont tilté, notamment dans Foufoune Palace. De plus, je le connais pas personnellement, j'ai jamais vu d'interview de ce chanteur, et c'est pas ça justement qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit dans la chanson Foufoune Palace. Le deuxième point dont je voulais parler, c'est que quand je vais parler de l'analyse, je vais dire l'auteur, Luigi, le chanteur, pour parler de la personne qui écrit le texte et qui pense le texte. Le fait est qu'il y a des rappeurs qui écrivent d'un point de vue de personnages, je pense notamment à Orelsan avec Sale pute, qui s'était pris toute une vague de haine parce que des gens avaient dit que Orelsan était sexiste, alors qu'en fait c'était juste, il l'écrivait d'un point de vue d'un personnage. Là, je fais un abus de langage parce que justement je ne sais pas si Luigi a écrit ce texte en pensant ce qu'il disait, ce qu'il écrivait, ou est-ce que c'est un personnage. Donc en abus de langage, je vais dire que c'est lui qui le pense, mais ça se trouve ce n'est pas le cas. Le troisième point, c'est que là, je vais me concentrer vraiment que sur les paroles. Je m'en fous de la musique derrière. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit dans mes podcasts, je n'y connais rien à la musique, donc je serais bien incapable de vous l'analyser. Ok, une fois ces petites précisions faites, pour être sûr que tout le monde parte sur les mêmes bases, on peut démarrer l'analyse. Donc, Foufoune Palace de Luigi. Les légendes de Bachir. 4x4 limousine. Quel métro, Champs-Élysées, Clémenceau. Saloperie qui échange les idées quand elle sniffe son rail de coke. On s'est texté, je vais la sexer, puis la nexter illico. Sauf ton respect, je vais pas rester jusqu'à l'aube. Ici, l'auteur a introduit un personnage qui va être un des personnages les plus centrales de toute la chanson. La figure de la salope. Une salope, d'après le Larousse, c'est une femme, une fille très sale, une femme dévergondée qui agit d'une manière déloyale et que l'on méprise. Le terme salope, c'est aussi avant tout une insulte adressée régulièrement et exclusivement aux femmes et qui est toujours, d'après Larousse, un synonyme de pute, qui est un terme péjoratif pour désigner des femmes vendant des services sexuels à autrui. Donc en gros, des femmes dont le métier, c'est la prostitution. Une fois que j'avais regardé ces définitions, je me suis posé donc la question, si la femme dont il parle ici, donc la salope qu'il évoque, et avec qui visiblement il échange des messages avant de coucher avec elle et de ne plus les revoir après, est-ce que c'était une salope au sens de la prostituée ou simplement une fille avec qui il couche ? Pour trouver ma réponse, j'ai dû écouter un peu plus la chanson jusqu'à ce passage. Que 3 ans, tout mon bif, si tu veux, je l'emporterai pas. Ici, on comprend qu'il donne son bif à la fille, mais qu'il n'était pas initialement destiné à elle.
Il la laisse le prendre parce qu'il ne comptait pas garder cet argent. Leur échange sexuel n'était donc pas officiellement et en amont tarifé, ce qui signifie qu'elle n'était pas une prostituée. La salope dont il parle ici, et donc plus généralement toutes les salopes mentionnées tout au long de la chanson, désignent des filles avec qui il couche sans que la relation aille plus loin. Cette première remarque nous permet de montrer à quel point l'auteur méprise les femmes avec qui il couche, bien qu'elles aient en fait la même sexualité que lui, c'est-à-dire coucher une nuit et pas les revoir après. Non seulement il les qualifie de salopes, ce qui est déjà une manière de les insulter, mais en plus, ce qu'il pense d'elles est tellement immoral qu'il ne peut pas le verbaliser et encore moins lui dire en face car elle ne pourrait pas le supporter. Si tu veux, je l'emporterai pas. Comme Ferry Canet, tu m'aurais cané. Salope, si tu savais ce que je pense de toi. Yo. Nous sommes donc ici face à l'idée malheureusement très classique qui dit qu'une femme qui couche avec un homme serait moins vertueuse qu'un homme qui fait la même chose. Cette idée, elle est présente dans nos cultures occidentales depuis très longtemps et trouve notamment ses racines dans la religion, mais j'en dirai plus tard et nous reviendrons sur cette question après. Et puis la next est illico. Sauf ton respect, je vais pas rester jusqu'à l'aube. Faut que j'aille au boulot, 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 boulot. Demain soir j'envoie une autre, une autre, une autre, une autre, une autre. Ici, l'auteur, en répétant une autre, utilise une figure de style très simple qu'on appelle l'accumulation. Par là, les femmes qu'il fréquente et avec qui il couche sont rabaissées au rang de produits de consommation. Leur individualité n'existe plus, elles ne sont plus que des produits qui sont interchangeables, que l'on utilise, puis que l'on jette avant d'en demander une autre. Avec ce passage, on peut introduire une idée qui est omniprésente lorsqu'il s'agit de parler de femmes et de leur corps, la réification. La réification, d'après Wikipédia, ça consiste à réifier, c'est-à-dire à attribuer des caractéristiques d'une chose à ce qui ne l'est pas. Par exemple, considérer une personne comme un objet, une idée abstraite comme un élément concret, ou encore lui donner des caractères statiques ou figés. Ici, avec cet exemple de répétition, c'est exactement ce que l'auteur fait. Mais ce n'est pas la seule fois que les filles sont réifiées dans le morceau. Allons un peu plus loin. Viens lécher ma canne si t'as pas la langue de bois. Quand j'ai 14 pères mais j'en porte que 3. 14 meufs mais j'en pèse que 3. Ici on est face à un parallélisme qui met en perspective et qui crée un lien direct entre la manière dont l'auteur traite les meufs et la manière dont il traite ses chaussures. Bon là du coup on a forcément une réification qui est évidente et c'est accentué par l'idée un peu d'accumulation de meufs où il y en a beaucoup trop que l'on a quand il cite qu'il a 14 meufs. La réification des femmes et la réduction de leur être à un objet de consommation que les hommes désirent et utilisent, c'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis très longtemps. Et une des premières à l'avoir dénoncé, c'est Simone de Beauvoir, dans son livre Deuxième sexe. Selon elle, dans nos sociétés, la femme n'existe qu'à travers le désir masculin et l'exaltation de sa virilité. L'homme se présente comme le sujet omnipuissant, et les femmes sont l'objet et le lieu de l'accomplissement de sa volonté. Si on pousse l'analyse, on arrive à comprendre que la femme finit par n'être définie que par et pour les hommes. Et justement, c'est le cas dans ce morceau. On ne connaît rien des femmes citées dans ce morceau, mis à part qu'elles sont des salopes et qu'elles couchent avec lui. Bon, après, j'accuse beaucoup le morceau, mais c'est une idée qu'on retrouve très régulièrement dans ce qu'on consomme. En témoignent les pubs, qui représentent les femmes souvent comme un argument de vente. Leur corps est transformé comme un argument de vente. On peut donner l'exemple des pubs Activia, par exemple, où pendant très longtemps, on mettait des meufs à poil sans aucune raison pour vendre des yaourts. On peut parler aussi des défilés Victoria's Secret, où c'était des défilés qui étaient pensés vraiment que par et pour des hommes, et où les corps des mannequins étaient tout autant désirables que les soutifs que les filles portaient. Pour finir cette liste d'exemples, je pense que si je vous cite un rappeur qui pose avec en fond une meuf qui twerk sur une voiture ou juste même sur le sol, je pense que vous avez forcément une image qui vous vient. Donc bon, là on est typiquement pareil sur le cas de la femme objet. Mais attention, on parle, mais on arrive bientôt au refrain. La famille avant l'oseille, l'oseille avant les salopes. 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 Salopes.
Pour être honnête, c'est ce refrain qui m'a donné envie d'écrire ce podcast. Quand je l'écoute personnellement, la dimension réductrice du rôle de la femme me saute aux yeux. Pourtant, je suis persuadée que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je vais donc expliquer pourquoi je trouve ce refrain très dérangeant. Ici, l'auteur pose une hiérarchie simple. La famille est plus importante que l'argent, et l'argent est plus important que les salopes, c'est-à-dire les femmes avec qui il a des relations. Quand l'auteur parle de sa famille, il inclut toutes les femmes de sa famille, notamment sa mère. La figure de la mère dans le rap, c'est tout un délire. Je ne suis pas experte, mais je pense avoir suffisamment écouté le son pour vous dire que la mère dans le rap, c'est la sainte Graal. C'est celle qu'on ne peut pas toucher. C'est celle que l'on doit mettre à l'abri, la femme parfaite qui est l'incarnation de la pureté, le modèle à atteindre. C'est la femme par excellence. C'est celle qui est la plus respectable de toutes les femmes. Regarde maman, ton fiston est à la télé. Donne-moi ton courage, j'en ferai des monuments. J'ai fait comme je t'avais dit, je suis devenu artiste. J'ai pas fait de solfège, mais tout ce que j'écris c'est des classiques. Moi je suis à l'eau du bac, à mes côtés il me faut une panthère qui ressemble à ma mère, à la vie, à la muerte. Même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi, avant qu'elle ne perde la vie. Sauf que, une mère, c'est aussi une femme. Et même si c'est dérangeant à imaginer, elles peuvent aussi avoir une vie sexuelle importante. Autrement dit, se comporter comme les salopes que l'auteur méprise dans ce morceau. Le fait de faire cette séparation distincte entre les mères et les salopes, c'est ce qu'on appelle en psychologie le complexe de la madone et de la putain. Le complexe de la madone et de la putain consiste pour un homme à ne considérer la femme que dans l'une des deux catégories, en putain ou en madone. Extrait de l'article du 15 juin 2023, La madone et la putain ou la complexité de la sexualité au masculin de Stéphanie Thévenet. Soit la femme a une vie sexuelle libérée qu'il considère dépravée, incompatible avec le fait d'être mère, soit elle est une mère, mais complètement chaste. D'aucune manière, elle ne peut avoir une posture intermédiaire où elle accéderait à la fois à une vie sexuelle joyeuse et épanouissante et une vie de mère satisfaite. Cette vision des choses très binaire ne permet pas à une femme d'être à la fois une mère active et aimante et une femme coquine et sexuellement épanouie. Pour autant, être une femme, ce n'est pas justement la réunification de ces deux aspects. De toute façon, ne faut-il pas une vie sexuelle pour devenir mère ? Ce complexe ne vient pas de nulle part. C'est un héritage de nos sociétés judéo-chrétiennes. La Sainte Marie représente la mère parfaite. Elle est la pureté incarnée et elle réussit le miracle d'accomplir le plus grand acte que peut faire une femme, donner la vie sans même avoir besoin d'être souillée par un acte sexuel. C'est la femme ultime, putain. Et à l'opposé, on trouve Ève, qui, elle, est incapable de résister à ses pulsions et pousse Adam à commettre l'irréparable. Elle condamne alors l'humanité entière à une vie mortelle. On voit bien là que déjà dans ses écrits, qui sont les fondements de notre société, on voit cette dichotomie entre la femme parfaite et la putain. Je nage dans les foufounes, marée haute, marée basse, 4 culs dans la chambre, j'ai mon carré d'âge, j'ai pas le temps pour les pains. Yo, j'ai pas le temps pour les pains. Ici, on est face à une opposition qui est très intéressante. Pour le chanteur, avoir ses filles à sa disposition fait de lui quelqu'un de chanceux et que l'on envie, comme on envie un joueur de poker qui a un carré d'as. En face, la femme qu'il présente et qui a finalement une vie sexuelle comparable à la sienne a en fait forcément trop de zizi. C'est forcément trop pour une femme. Elle a le cœur sur la main, certes, mais sa sexualité la rend non respectable. Cette différence entre la perception de la sexualité féminine et masculine est donc bien confirmée. Lui, il a le droit, et elles n'en ont pas. Visage, fesse, poitrine, longère, salope, aiguille latérale. Visage, fesse, poitrine, longère, salope, aiguille latérale. Bon, ici, on a tous compris qu'il parlait de levrette, mais c'est pas pour ça que ce passage m'intéresse. Il m'intéresse car le chanteur fait quelque chose qui est très courant de nos sociétés, mais qui n'est pas forcément perçu comme quelque chose de problématique pour plein de personnes. Il découpe le corps des femmes. Là, en l'occurrence, il l'a réduit à un triangle, séparant les fesses, la poitrine et le visage à des angles bien séparés et distincts pour former un beau triangle.
Alors la découpe des corps des femmes, c'est quelque chose qui est très courant et limite banal. Ça arrive par exemple quand dans un film, un réalisateur filme son actrice avec un plan serré de la tête aux pieds. De cette manière, on voit d'abord une paire de jambes, puis une paire de hanches, puis un ventre, puis sur des seins, puis sur un visage. De cette manière, on se concentre sur l'esthétique de chacun de ces parties du corps et pas de son unité entière. C'est aussi le cas lorsque le personnage du Truman Show découpe dans des magazines des bouts de femmes dans l'espoir de créer sa femme idéale. C'est également présent lorsque des personnalités, on peut citer par exemple l'exemple de Billie Eilish ou d'Adèle, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'autres, ça concerne quasiment toutes les femmes qui sont exposées. Il y a aussi Millie Bobby Brown par exemple qui a eu énormément de problèmes avec ça. Ce sont des femmes qui sont lynchées pour les moindres parties de leur corps. On les décortique, on analyse chaque petit bout de leur peau. Et la femme parfaite serait non pas une personne dans son intégralité, mais les seins de elle, avec les jambes de elle, et le ventre d'elle, avec les cheveux d'elle, etc., etc. La femme devient alors une sorte de monsieur patate. On prend chaque bout qui nous arrange et on assemble. Sauf qu'avec ça, on oublie entièrement l'individualité et on se concentre uniquement sur le physique. Je connais bien les femmes, ouais je connais bien les femmes. Quand elles jouent trop les stars, c'est que vous faites trop les fans. Ouais, vous faites trop les fans, beaucoup trop les fans. Donc vous êtes posés dans la friend zone, dans la friend zone, dans la friend zone. Posez bien installés dans la friend zone, dans la friend zone, dans la friend zone. Sirote ta tasse de thé dans la friend zone, yeah. Ce passage me dérangeait, mais contrairement aux autres où je savais à peu près ce qu'il fallait que je dise, là, j'arrivais vraiment pas à mettre le doigt sur putain, qu'est-ce qui me dérange dans cette phrase. Du coup, je me suis posée et j'ai réfléchi en découpant la phrase. La star, ici, c'est la femme. Les femmes, c'est l'homme. La star, c'est le personnage principal, elle est unique, elle est mise en avant, celle qu'on regarde, celle qui prend de la place. Le fan, lui, il est perdu dans la foule, c'est un parmi tant d'autres, il est forcément moins valorisé et il est en admiration totale face à la star. On peut donc mettre une sorte de hiérarchisation, la star au-dessus, le fan en dessous. Ici, l'auteur met une relation de cause à effet. Si la femme est trop dans la position de star, c'est que l'homme fait trop la position de fan. Alors forcément, quand je me mets face à cette relation de cause à effet, déjà il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'une femme peut très bien devenir une star sans avoir besoin qu'un homme fasse le fan. L'autre truc qui me dérange, c'est que la répétition du mot trop et cette relation de cause à effet de manière générale sous-entend que quand une femme est une star, c'est-à-dire qu'elle est placée en position plus valorisante que l'homme, ce n'est pas normal et qu'il y a un problème. L'inverse, en revanche, est très favorable. C'est notamment le cas un peu plus avant quand il disait « Tellement je les monte en l'air, elles reviennent avec leur passeport. » Là, les fans deviennent les femmes parce qu'elles sont fans de lui et de la manière dont il couche avec elles, et donc elles en redemandent, et lui se pose dans une position de star, et à ce moment-là, c'est lui qui prend toute la lumière, et c'est quelque chose de souhaitable, et de chanceux, et de reconnaissable. La deuxième chose qui me dérange, c'est l'évocation de la friend zone, qui est un concept qui est extrêmement sexiste. Alors là, je sais pareil que c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais pour vous expliquer, je vais vous raconter une petite histoire, et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est sexiste. Bob et Chloé ne se connaissent pas et se rencontrent par exemple à la rentrée des classes. Bob voit Chloé au loin et la trouve extrêmement belle et se dit tout de suite « Oh mon Dieu, je veux coucher avec elle ». Bob, pour arriver à ses fins, se dit qu'il va tenter une technique classique qui consiste à d'abord devenir son ami, puis ensuite de tenter d'autres choses. Au fur et à mesure des jours, il développe une amitié. Sauf que Bob, lui, il a toujours son idée derrière la tête. Et un jour, il va finir par lui dire à Chloé « En fait, je veux sortir avec toi ». Sauf que Chloé, elle n'a pas particulièrement envie, elle a jamais dragué Bob, enfin non, elle n'a pas envie, du coup elle lui dit non. Et du coup Bob se retrouve dans ce qu'on appelle la friend zone, qui est censé être quelque chose de dévalorisant. On dit alors que Chloé a friend zone Bob. Et c'est la honte pour Bob, quelle honte de se retrouver dans la friend zone. Parce que oui, ce qui est important de développer comme relation avec une femme, c'est de pouvoir coucher avec. C'est pas intéressant d'être ami avec une fille, ça n'a aucun plus-value dans la société. Ce qui est important, c'est de pouvoir coucher avec elle.
plus tu coucheras avec de filles, plus tu seras considéré comme un mâle dominant, et alors plus tu seras en haut de l'échelle. Donc être son ami, ça n'a aucun intérêt. Au contraire, être son ami, ça veut juste dire que t'as pas réussi à coucher avec elle. Donc pourquoi vouloir être son ami ? Donc c'est nul, ça sert à rien. Le deuxième problème, c'est que là, on dit que c'est Chloé qui a friendzone Bob. Sauf que Chloé, de base, elle avait rien demandé. Elle a jamais dragué Bob, elle lui a jamais montré de signe d'intérêt. C'est lui qui est venu vers elle pour ça. Donc forcément, on dit que c'est elle la fautive, alors que elle a rien demandé. C'est plutôt Bob qui l'a fuckzoné. Fuckzoné, c'est un terme que j'ai entendu pour la première fois dans le podcast Le cœur sur la table de Victor Tuaillon, qui est un podcast féministe qui revient sur les relations hétérosexuelles et qui parle justement de la friendzone et qui explique justement ça, qu'on met la fautive sur la femme qui est la méchante maîtresse qui refuse la sexualité aux hommes, alors qu'en fait elle a rien demandé. C'est plutôt les garçons qui ont mis cette fille dans une position de « je veux coucher avec elle », alors que, encore une fois, elle n'est absolument pas responsable de ça. Bref, la friendzone, c'est sexiste et je pense sincèrement que c'est des concepts comme ça qui font mal aux relations entre les hommes et les femmes. Je vais m'arrêter là pour l'analyse, puisqu'après, il répète le refrain, donc c'est pas très intéressant. Après ce podcast, moi je vous conseillerais d'aller réécouter Foufoune Palace, et donc avec tout ce que je vous ai mis en tête, et d'essayer de voir et de forger votre propre avis. Ça se trouve, vous allez me trouver beaucoup trop, j'exagère beaucoup trop, ou que je suis trop gentille avec. Faites-vous votre propre avis, c'est toujours intéressant. J'ai écrit mon texte à certains passages, je pense que ça s'est entendu, je me rends pas trop compte, je suis pas encore méga à l'aise avec le truc, mais je voulais un peu l'écrire parce que je voulais qu'à certains passages, mon propos soit vraiment clair et pas que je m'embrouille les pinceaux à l'oral, donc j'espère que ça a été. J'espère aussi n'avoir froissé personne dans ce podcast. Je ne suis pas là pour vous expliquer, vous avez tort, vous faites ce que vous voulez bien évidemment et vous pensez ce que vous voulez. Voilà, c'était mon humble analyse sur Foufoune Palace de Luigi. Je pense que je referai des analyses en essayant de m'améliorer à chaque fois, parce que c'est vraiment un concept que j'adore faire. Donc ça reviendra, et je pense que Luigi reviendra aussi, parce que ses chansons sont vraiment intéressantes pour ça. Donc sur ce, j'espère que ce podcast vous aura plu, et je vous dis à la semaine prochaine.